Au temps de l'Union soviétique, la vie des Russes était marquée par les pénuries. Tout appartenait à l'État. Le pouvoir gérait et répartissait les richesses et les biens. Après l'effondrement du bloc soviétique, dans les anciennes républiques socialistes, la propriété collective est mise en vente, notamment dans la Nouvelle-Russie. Du jour au lendemain, l'argent domine la vie quotidienne. Dans les cimetières, les affaires vont bon train. Et dans la course aux meilleures parts du grand gâteau soviétique, les assassinats sont monnaie courante. Ces luttes favorisent l'émergence d'une classe nouvelle, celle des oligarques. Un cercle jalousement masculin, comme l'a été de son temps le Politburo. Des rois de l'argent facile, jeunes et avides de croquer la vie à pleines dents. La plupart d'entre eux se sont mariés du temps de l'URSS. À cette époque, les femmes devaient mener de front la gestion du foyer et leur vie professionnelle. Elles laissent à présent volontiers aux hommes le soin de gagner de l'argent. Elles soutiennent leur mari dans les rivalités d'affaires tout en assumant le risque d'un veuvage précoce. Plus tard, elles goûtent au grand luxe et fréquentent assidûment les meilleures stations thermales, instituts de beauté et salons de mode en tout genre. Pourtant, même les meilleurs soins ne peuvent arrêter le temps. Rares sont les ménages d'oligarques qui durent. Les oligarques russes sont des battants qui aiment agrémenter leur vie privée de nouvelles conquêtes. C'est ce qu'a vécu Natalia Potanina. Elle a été mariée à Vladimir Potanin, l'homme le plus riche de Russie. Entre-temps, celui-ci a refait sa vie. Et son divorce avec Natalia n'en finit pas de défrayer la chronique. Des milliards de dollars sont en jeu. J'estime qu'un homme comme Vladimir Potanin, un homme en vue qui représente l'élite de notre société, ne peut pas gagner cette guerre. Ce n'est pas un combat corporatiste, c'est un combat qui se joue au sein d'une famille. Et vous croyez que tout notre pays, que tous les gens de notre entourage vont soutenir Vladimir? Cela voudrait dire qu'il n'y a chez nous aucune considération pour ce qu'est une femme, une épouse, une mère, que l'État n'en a même pas besoin. Je ne peux pas y croire. Voici Maria Sobol, surnommée Masha. Masha est une jeune fille d'aujourd'hui. Après une enfance en province, elle rêve de Moscou, la capitale, où se concentre la quasi-totalité de la richesse russe. Je suis sympathique, pas sotte, j'ai fait des études supérieures. Tout m'intéresse. J'essaie d'apprendre les langues étrangères. J'aime lire, discuter, faire du rangement. Je pense que je suis aimable et digne d'un prince. Je pourrais même lui plaire. Alena est propriétaire d'une discothèque Select de Moscou. Elle a été mariée à l'un de ces princes dont rêve Masha. Mais le mariage n'a pas duré. Avec mon premier mari, j'ai mené la belle vie. C'était le grand luxe. J'avais tout ce à quoi une jeune fille peut rêver. Nous sommes à Briansk. La ville, fondée il y a plus de 1000 ans, se trouve à 400 km de Moscou. Un saut de puce à l'échelle de la Russie. Briansk compte environ 500 000 habitants, plusieurs entreprises industrielles, de nombreuses églises et quelques universités. Masha Sobol est née ici. Elle y a fait sa scolarité et ses études universitaires. Juriste diplômée, elle rêve d'ailleurs. La province n'incite pas les jeunes à rester. La Russie est un pays centralisé. L'essentiel des recettes fiscales est affecté à Moscou. Dans le reste du pays, le niveau de vie stagne et reste proche des conditions du siècle dernier. Et encore uniquement pour ceux qui habitent en ville. Dans les périphéries et dans les campagnes, le quotidien rappelle plutôt la vie d'il y a 2 siècles. Masha veut tenter sa chance à Moscou, comme beaucoup de jeunes provinciaux ambitieux, surtout les femmes.
Il n'y a pas d'avenir au village. On n'y trouve aucune trace de civilisation, de culture. Pas de culture, pas d'avenir. Le mieux, c'est de s'installer dans une grande ville, il me semble. J'imagine qu'il y a de belles maisons, comme rue Rublevka. En tout cas, il n'y a pas de puits, ni de poêle, et personne n'y coupe du bois. Je crois qu'on y mène la grande vie, avec tout le confort. J'ai des buts concrets dans la vie. Je m'efforce de les atteindre. C'est une sorte de plan de vie, comme une projection de mes rêves. J'ai prévu de me construire une belle famille, grande et soudée. Et par conséquent, d'avoir un bon mari. Naturellement, il peut être riche, mais le plus important, c'est qu'il ait des perspectives d'avenir. C'est comme ça que ça se passe dans les contes, dans les films, où un garçon riche épouse une fille ordinaire. Moi, les contes de fées, j'y crois. Ma petite fille, nous nous sommes habitués à toi, ton grand-père et moi, et nous regrettons que tu nous quittes. Mais puisque c'est ta décision d'adulte, vas-y, va à Moscou. Voici des pommes de terre. Rappelle-toi, quand ton mari rentrera du travail, tu lui proposeras de se reposer pendant que tu mettras le couvert pour manger. Si tu suis mes conseils, il t'aimera toujours. Allez, ma chérie, en route. Bonne chance. Bonne chance. Que tous tes rêves se réalisent. N'est-ce pas? Bien sûr. Une bonne santé, un bon mari. Trouve un homme bien, matériellement parlant et moralement. J'ai vraiment peur qu'elle tombe sur un coureur de jupons plein aux as. Je n'aime pas ces gens-là. Pour eux, tout ce qui compte dans la vie, c'est l'argent. Nous n'avons pas ces ressources. Nous n'évoluons pas dans les mêmes cercles. Et qui parvient en haut de l'échelle? Les voleurs. La génération de la grand-mère de Masha a vécu une vie rude. Dans l'Union soviétique, les femmes travaillaient et s'occupaient parallèlement de leur foyer. Aujourd'hui comme hier, les meilleures positions professionnelles restent dévolues aux hommes. Dans la société russe, cette pratique n'a jamais été remise en question. De plus, les jeunes filles apprennent dès l'enfance qu'une femme ne peut être heureuse qu'auprès d'un homme. Comme beaucoup de filles de son âge, Masha rêve d'un beau mariage, avec un protecteur doté d'un fort pouvoir d'achat. Elle oublie qu'environ 70% des mariages avec des hommes fortunés se soldent par un échec et se transforment souvent en véritable cauchemar pour les ex-épouses. Le paradis des grandes fortunes est à quelques encablures des portes de Moscou. L'élite économique russe vit retranchée et sous bonne garde dans l'un des secteurs les plus chers de Russie. Un vaste domaine parsemé de villas, de châteaux et de palais. Il y a plusieurs années, la famille Potanine s'est elle aussi installée ici. C'est nous qui avons construit cette maison en 1996. C'est Vladimir qui en a eu l'idée. Il a trouvé les premiers architectes et ceux qui se sont occupés du design intérieur. Je m'appelle Nadejda Tchernigov. Je suis architecte d'intérieur.
Je me suis occupée de l'aménagement de cette maison. La famille Potanin a une préférence très nette pour le style classique. L'architecture de la maison a été conçue dans une optique néoclassique. Tout l'intérieur devait correspondre à ce style-là. Pour moi, il était évident qu'il y aurait là-dedans un certain éclectisme. Le but de Natalia était de bâtir une maison pour la famille. Pour elle, ce n'était pas un palais, mais une maison, au sens strict du terme. Une grande famille, 3 enfants, elle avait envie d'un nid, une sorte de cocon familial. Ce sont des gens connus et leur domicile devait correspondre à leur rang. Nous montons par le magnifique escalier d'honneur. Il y a 3 escaliers dans cette maison. La grande salle à manger. C'est une famille russe. Donc avec Natalia, nous avons essayé d'aménager cette pièce dans un style typiquement empire russe. C'est un style qui existait sous le règne du tsar Alexandre Ier. Nous sommes dans le cabinet de travail du maître de maison, Vladimir Potanin. Le style en est épuré et sobre, strictement conçu pour un homme. Quand des gens comme les Potanin bâtissent des demeures aussi imposantes, quand ils dépensent autant d'argent pour ces maisons, je ne pense pas que ce soit l'envie de manifester leur richesse qui les guide. C'est avant tout l'envie de vivre là où ils veulent, dans un beau cadre à leur goût. Ягненок жареный целиком, по-царски. Dans ce décor de conte de fées, Natalia Potanina célébrera des fêtes d'anniversaire somptueuses. Vladimir Potanin, industriel et financier, dirige la holding d'investissement Interos. Dans le classement Forbes des plus grandes fortunes de la planète, Potanin se place en 60e position. En Russie, il est numéro 1. Sa richesse est estimée à 15,4 milliards de dollars. Natalia, son ex-épouse, a vécu à ses côtés pendant 30 ans. Vous vous êtes marié par amour ou par calcul? Par amour, bien sûr. Quel calcul pouvait-il y avoir à l'époque? Nous étions des écoliers. À l'époque du socialisme, cette notion de calcul n'existait pas. Évidemment que c'était par amour, et je pense que c'était un grand amour. Nous fréquentions la même école. On se voyait dans la cour de récréation, on se chamaillait peut-être, je ne sais plus. On jouait à des jeux comme tout le monde. Nous sommes réellement devenus attentifs l'un à l'autre vers 15-16 ans. Un jour, j'ai invité mes camarades de classe à mon anniversaire. Vladimir était de la partie, évidemment. C'était toujours lui l'âme du groupe. Un garçon brillant et joyeux, qui racontait des histoires drôles. On ne pouvait pas se passer de lui, donc je l'ai invité aussi. Depuis ce jour, nous nous sommes liés d'amitié. Petit à petit, nous sommes devenus inséparables. On faisait les devoirs ensemble,
On se promenait main dans la main. Un soir, Vladimir est venu chez moi comme d'habitude. On a bavardé, regardé je ne sais plus quoi. Et à un moment, il s'est mis à genoux, a posé sa main sur la mienne et a dit « Natacha, je veux que tu deviennes ma femme. » J'ai dit oui, nous nous sommes mariés. J'étais heureuse. La noce a eu lieu le 15 mars 1983, au bureau d'enregistrement, comme ça se pratiquait en ce temps-là, sur le Mont des Moineaux. Nous y sommes allés pour faire des photos. Tout s'est passé comme dans n'importe quelle famille socialiste. Nous avons commencé à cohabiter avec mes parents dans un 3 pièces. Il y avait une chambre pour nous, une pour les parents, et le salon par où l'on passait. Il est entré au ministère du Commerce extérieur et moi au ministère des Travaux publics. Nous avons commencé à travailler le même jour, le 1er septembre. C'était au temps où nous étions jeunes, heureux, amoureux, et où les enfants sont nés. Mais ce mariage appartient aujourd'hui au passé. L'ex-couple se déchire sur la répartition de leurs biens. Le procès durera sans doute des années. L'homme que j'ai aimé est sorti de ma vie. Je n'arrive toujours pas à croire que l'homme qui a été mon époux, qui m'a fait un jour sa demande, le père de mes enfants, de nos enfants, puisse agir comme il le fait. L'homme que j'ai connu est mort dans mon cœur. C'est celui qu'il était que j'aime encore. Mais celui qu'il est devenu, celui qui me fait la guerre au tribunal, qui m'expulse de ma maison, qui interdit à son enfant de quitter le territoire russe, qui brandit sans fin des revendications et des réclamations, celui-là, je ne le hais pas. Mais c'est un adversaire, un étranger. Ce n'est pas mon Vladimir. Tatiana Ogorodnikova est une femme d'affaires qui a réussi. À ce titre, elle fait figure d'exception dans l'univers des super riches de Russie. À la chute de l'URSS, elle est étudiante et célibataire. Elle s'intéresse au textile et profite pleinement de l'ouverture du marché. À la même époque, elle rencontre son mari. Le couple a 3 enfants et s'établit dans le secteur du divertissement. Tatiana Ogornikova produit et présente des spectacles télévisés. Elle écrit des best-sellers sur l'amour, la famille et la vie des super riches. Et elle recommande aux femmes de ne pas chercher leur bonheur auprès d'hommes riches. La situation dans laquelle se retrouvent les femmes après un divorce est terrible. On les laisse sans moyens financiers et en plus on les prive de leur train de vie et de leurs amis. Vous ne le croirez pas, mais quand un homme part, il emporte tout ce qui l'entourait, ou plutôt l'entourage suit le plus fort et le plus riche. Il faut donc se tenir prête et savoir qu'il faudra se montrer très forte. La première pensée qui vient à une femme qui a vécu une telle vie et qu'on a abandonnée, c'est d'en finir par un suicide. Je ne connais pas d'autre cas. Ivan Potanin a 26 ans. Il est le fils aîné de Vladimir et de Natalia. Il travaillait en tant qu'analyste financier dans la société américaine Altpoint Capital, qui appartient à son père. Après le divorce des parents, il a été licencié. Vous pouvez appeler votre père? Je doute qu'il réponde, mais on peut essayer.
Nous nous trouvons à Davidkovo. C'est ici que je suis né, que j'ai grandi. C'est ici que mes parents se sont connus, sont allés à l'école, se sont fréquentés et se sont aimés. C'est le berceau de notre famille. J'ai passé les 5 premières années de ma vie au 4e étage de cette maison. Je me rappelle où était mon lit, où je jouais avec ma sœur Nastia, avec mon père et ma mère, avec mes grands-parents. Cet endroit est associé à des souvenirs d'enfance très chaleureux. On se promenait avec maman et parfois avec papa. Il travaillait beaucoup quand je suis né. Tout se faisait en fonction de ses disponibilités. Donc le temps que je passais avec papa m'était très précieux. Papa est un des hommes les plus riches de Russie, et même du monde. Bâtir et préserver un tel empire n'est pas donné à tout le monde. Les hommes comme lui, on les compte sur les doigts d'une main. Pour Vladimir, une carrière au ministère du Commerce extérieur était une évidence. Et il avait planifié son entrée à l'Institut d'État des Relations internationales. Il envisageait d'apprendre 2 langues, de partir en service commandé à l'étranger, puis de travailler au ministère du Commerce extérieur. Ça a fonctionné? Non. Pourquoi? Parce que Vladimir a préféré faire du business. Fils d'un fonctionnaire du commerce extérieur et diplômé d'une école d'élite soviétique, Vladimir Potanin dispose d'excellents contacts au gouvernement. Il se spécialise dans le financement de l'économie de transition. Après 1993, la banque Onexim qu'il dirige devient rapidement l'une des plus importantes du pays. En ce temps-là, il restait quelque chose en nous des premiers comme Somol. En démarrant tout ça, nous avions l'impression de commencer une nouvelle vie, de la construire pour nous. Et alors, nous étions jeunes, pleins de force, d'énergie, d'entrain. Nous portions un regard positif sur l'avenir et nous étions convaincus que tout prendrait forme. Et ne riez pas, cela a pris forme. Le fait d'avoir de l'argent, nous l'avons ressenti au niveau le plus prosaïque, celui de la vie au quotidien. Nous nous sommes autorisés à aller dans des magasins plus chics, à faire des voyages. Nous avons compris que nous pouvions nous permettre pratiquement tout ce que nous voulions. Mais la fortune apporte son lot de dangers. Les richesses de l'ancien empire soviétique font l'objet d'une guerre sans merci. Le taux de mortalité des banquiers grimpe en flèche. Des gardes du corps sont apparus presque aussitôt. Ce devait être en 1991. Le nombre de maisons augmentait et le nombre de gens à protéger aussi. D'abord, il y a eu les agents de protection de Vladimir, puis les miens. Ensuite, il y a eu ceux de notre fille et ceux de notre fils. Nous avions un appartement, une maison de campagne, un bureau. Ici, on sécurisait des biens, là, des personnes. Ensuite, une autre structure a chapeauté les agents de sécurité personnelle et les a surveillés. Enfin, un autre service encore s'est occupé des voitures. C'est une profession très dangereuse. J'ai passé des nuits à veiller quand il s'attardait sans que je puisse le joindre. Il rentrait souvent après minuit, voire à l'aube. Je vivais cela très mal. J'étais sur les nerfs, c'était pénible. Je ne savais jamais si je le reverrais le lendemain ou non. À l'époque, personne n'était à l'abri. Si quelqu'un fondait un empire quelconque ou s'occupait d'un business rentable, c'était toujours à ses risques et périls. Natalia Potanina a de la chance. Son mari survit et s'enrichit de plus en plus. Il est considéré comme l'inventeur du système des prêts contre actions. La jeune fédération de Russie a besoin d'argent. Des banques d'affaires privées achètent le droit de faire crédit à l'État en échange d'actions de grandes entreprises nationales. D'emblée, il est évident que l'État n'aura jamais les moyens de rembourser ces crédits. Conséquence, les entreprises d'État passent dans le patrimoine des banques pour quelques bouchées de pain.
Potanine s'enrichira considérablement par ce biais. Ce système a permis l'apparition de l'oligarchie russe actuelle et il n'a jamais été contesté de manière significative. Il faut dire que dans le chaos des années 90, chacun se préoccupe avant tout de sa propre survie. Lors des élections de 1996, Boris Eltsine est affaibli. Grâce à Potanine et 6 autres oligarques, il conserve cependant la présidence. En remerciement, Potanine est nommé vice-premier ministre. C'était l'étape supérieure. Le pouvoir, la politique, vice-premier ministre. Il me semblait que c'était un grand pas en avant et vers le haut. Mais Potanine ne restera pas au gouvernement longtemps. Lors de la répartition de certaines richesses nationales, il avantage trop ostensiblement ses collègues oligarques. Il est contraint de se retirer. C'est notoire. Le nombre des oligarques est stable. Il doit y en avoir 2 ou 3 000 qui sont des méga-oligarques. Peut-être moins que ça. Mais tous ces gens ont fait fortune en même temps. Ce sont tous des businessmen qui se sont enrichis à la même époque, béni pour eux. Et ça s'est passé fortuitement. Aucun d'eux n'avait pensé qu'il dépasserait tout le monde, qu'il deviendrait si puissant qu'il déciderait du sort d'autres gens. Un homme sent une couronne lui pousser sur la tête. Il est le roi. Il sort de chez lui et tout le monde s'incline devant lui. Il circule dans de superbes limousines. De superbes filles l'entourent et elles passent littéralement à l'attaque. C'est une attaque en règle, frontale, dénuée de tout principe et qu'il est difficile d'éviter. Moi, pour être honnête, j'y céderais. C'est très difficile de résister. Masha de Briansk ne veut pas détruire un mariage existant. Elle veut un homme libre. Mais pour 140 jeunes femmes en quête d'amour, Moscou ne compte que 100 célibataires de sexe masculin. Et tous ne sont pas un bon parti. Masha arrive à Moscou sans contact ni relation. En Russie, les perspectives de carrière pour une jeune juriste sont d'ores et déjà très incertaines. Masha ignore que trouver le confort matériel par le mariage est un projet tout aussi aléatoire et infiniment plus risqué. Son opération Prince Charmant commence par une visite à une agence de mannequins. Je m'appelle Maria, j'ai 22 ans. Je veux devenir mannequin et j'ai une petite expérience. J'aimerais savoir quelles sont mes chances dans ce business. Certaines filles font un effet incroyable dès leur entrée. Ai-je ressenti ça? Pas vraiment. Tu peux travailler si tu y tiens vraiment. Mais je te vois mal faire une grande carrière. Mais on va quand même faire quelques photos. Stop. Dis-moi quelques mots. Bonjour, je m'appelle Maria Sobol, j'ai 22 ans. Mes mensurations, 80, 60, 86. Je vis à Moscou. Je perfectionne mon anglais. Le métier de mannequin pour les filles, c'est un ascenseur social. Plus la situation économique du pays est compliquée, plus il y a de filles qui visent le mannequinat. Quand papa et maman ne peuvent pas t'aider, quand tu vis en province, quand tu n'as pas d'argent pour aller tenter ta chance ailleurs, Moscou est évidemment une option très tentante. Si tu arrives à faire un défilé ou la couverture d'un magazine, tu auras tout de suite un chéri, une Bentley rose et tout le tout-team. Malheureusement, beaucoup de celles qui se lancent avec de bonnes intentions sont broyées dans la moulinette moscovite et prennent la mauvaise pente. Elles n'ont pas toutes le caractère assez bien trempé. Dans la Nouvelle-Russie, il existe des cours pour enseigner aux jeunes femmes comment conquérir le cœur d'un homme au fort potentiel. Masha fréquente une de ces écoles de séduction. Le cursus lui coûte 100 €. Elle y apprend comment mettre le grappin sur l'homme de ses rêves.
Faire connaissance avec un oligarque, savoir où il passe son temps et ruser pour croiser son chemin, c'est facile. Il peut vous prendre pour une nuit ou pour une journée. Mais ce n'est pas notre but. Nous devons faire en sorte qu'il ne puisse plus se passer de vous. Pour ça, vous devez représenter quelque chose qui compte à ses yeux. Et dans la mesure où il se trouve à un niveau très élevé, vous devez lui correspondre parfaitement. Être attirante ne suffit pas. La fille doit d'abord être gaie, gentille, tendre et douce. Avoir une apparence soignée. Elle doit être très sexy. Simplement sexy, ça ne suffit pas. Et attention, ce n'est pas une prostituée. Tu veux un oligarque? Tu dois l'éduquer toi-même. Je ne veux pas épouser un homme que je n'aimerais pas. Je ne veux pas me lever tous les matins en me disant « Mince alors, mais bon, il est riche. » J'estime que ça vaut la peine d'essayer. Si les astres sont favorables, on peut épouser un homme riche. À condition, bien sûr, que dès votre première rencontre, tu l'aimes et qu'il t'aime. Pourquoi refuser dans ce cas? Qui refuserait? Pourquoi ne pas rêver, ne pas y penser, ne pas chercher? Masha, dis-moi, quelle est la mission biologique des femmes? Devenir mère, enfanter. Non, les filles. Les femmes ont une mission biologique très spécifique. Trouver un mâle en bonne santé, qui vaille le coup, et engendrer une lignée avec lui. Les hommes se vexent souvent de voir que les femmes ne s'intéressent qu'à leurs revenus. Et moi, je leur dis souvent, pardon les gars, mais c'est notre mission biologique. L'école de séduction a été créée il y a 9 ans. Des milliers de jeunes femmes l'ont fréquentée. L'enseignement combine la théorie et la pratique. Entre, assieds-toi. Une seconde. Tu veux te marier? Chaque jeune fille le veut. Pas toutes. Ah non, qui ne veut pas? On a tous des objectifs différents. Que dois-je faire pour attirer l'attention d'un homme? Mais quel homme? Recule un peu. Tu dois faire en sorte que ton mari te paye tout. N'est-ce pas? Très juste. Qu'il t'aime, que tu n'aies pas à travailler, qu'il te couvre de cadeaux et exauce tous tes vœux. Qu'il soit jeune, beau et riche. Tu as la beauté. Tu n'auras que l'embarras du choix. Espérons. On change de place. On passe au maquillage. Bien. Bonjour, comment ça va? Quelle jolie jeune fille, Masha. Nous enfilons les gants doucement. Je suis si belle, tout va se dérouler facilement. La classe. On va en boîte? Super! Une méthode facile consiste à débarquer là où il y a plein d'oligarques et d'en épouser un.
Mais attention, le nombre d'oligarques n'augmente pas. Il y en a toujours à peu près le même nombre. Sauf qu'ils ont vieilli. Certains sont partis à l'étranger, d'autres sont tombés malades, quelques-uns ont changé d'orientation sexuelle. Il y en a donc moins qu'avant. Or, les filles pensent qu'il y en a suffisamment. C'est pourquoi nos pauvres oligarques sont obligés d'en prendre plusieurs. Parce que voyez-vous, l'argent, c'est l'argent. Et les femmes sont comme des galons pour un homme. Il doit pouvoir se pavaner devant ses amis. Il ne va pas leur présenter la femme qu'il a connue adolescent et pauvre, et qu'il a peut-être même aidé à devenir le riche oligarque qu'il est. Я предлагаю выпить за мою супругу, Наталью Николаевну. Вы не смотрите, что она так выглядит прилично, такая свеженькая. На самом деле она уже старенькая. Поэтому я прошу ее у меня не отбивать. Она, так сказать, уже старушка. Не обращайте такого на нее пристального внимания. Вот, просто она так выглядит замечательно. И с этим бороться невозможно. Выпьем за ее здоровье. Les jours de congé, on faisait du sport. Et le soir, tout le monde se réunissait pour un grand dîner. On mangeait ensemble, on se racontait des choses, on partageait des impressions, des émotions, on jouait aux cartes, on chantait des chansons. Lui, en vacances, il s'ennuyait. Après quelque temps, il se désintéressait de tout. Il ne voulait qu'une chose, retourner au travail. Il se mettait à brasser des idées de business, à lire des notes venant du front. J'ai toujours pensé que le rôle de l'homme est de gagner de l'argent et de protéger sa famille. Quant à la femme, son rôle au sein de la famille et de la société est d'élever ses enfants, de créer un mode de vie agréable et de veiller à la cohésion familiale. Bref, de faire de sa maison un nid douillet, quelque chose dont un homme puisse dire « ma maison, ma forteresse ». Une maison où il se sente bien, une famille où il se ressource, où il puise son énergie, où il trouve l'inspiration pour ses idées. Des problèmes, il y en a toujours eu, c'est vrai. Il était nerveux, inquiet. Je savais toujours quelle était son humeur et ce qui se passait dans l'énorme empire du business. Quand tout allait bien, il était le meilleur des hommes. Joyeux, drôle, plein d'énergie positive, créatif. Mais dès que quelque chose n'allait pas comme il le souhaitait, ou qu'il avait du mal à résoudre tel ou tel problème, il se renfermait, il devenait hargneux, d'humeur massacrante. Il n'est tout de même jamais rentré en me jetant une assiette à la figure. Par contre, il lui arrivait de ne pas rentrer. Quand la situation était très tendue et qu'il se sentait très mal, il préférait que personne ne l'embête en voulant l'aider ou le consoler. Nous avions déjà la maison de campagne. Il y restait le temps qu'il fallait. Je trouvais qu'il ne passait pas assez de temps avec les enfants et cela me tracassait. Je lui demandais de leur consacrer un moment dès que c'était possible. Je voulais qu'ils jouent davantage avec eux, qu'ils lisent ensemble, qu'ils fassent du ski, comme dans une famille ordinaire. Il n'avait jamais de temps. Et il expliquait ça en disant qu'il était dans le business comme au combat, en première ligne. C'était constamment la lutte. Et il y avait toujours des problèmes. Soit il fallait créer quelque chose, soit défendre ce qu'on venait de créer.
Et le temps faisait toujours défaut. Cependant, il affirmait qu'il accomplissait tout cela pour la famille, pour les enfants. Ну что, Иван, это серьезно, что тебе могу сказать? Ну я тебе что принес? Это для спортивных развлечений. Это сама работать не будет. Надо стучать. На. Значит, на нем, Иван, подписи всех баскетболистов московского «Динамо». Ты будешь такой же большой, как дядя Миша, если будешь играть в эту штуку. Хочешь? А? Ну, все. Неси, складывай. Привет. Quand l'argent vous tombe du ciel, que se passe-t-il? Un traumatisme crânien? Ceux à qui ça arrive ont du mal à s'en remettre. Ils n'étaient rien, ils deviennent tout. On sait que ce n'est pas toujours une situation enviable. Et qui trouve-t-on dans leur entourage? Les femmes qu'ils ont choisies dans leur jeunesse, du temps où ils n'avaient pas les galons de général. Comme on dit, tu veux être la femme d'un général, épouse un lieutenant. Mais les gens ne sont pas prêts à parcourir tout ce chemin-là. Comparé à d'autres unions, le mariage des Potanine durera relativement longtemps. Natalia consacre l'essentiel de son temps à ses 3 enfants. Ce rôle lui convient, mais flatte également l'orgueil de son mari. Avoir une épouse qui ne travaille pas est un signe de réussite sociale. En revanche, si le mariage échoue, les femmes le paient au prix fort. Car en cas de séparation, les épouses jusqu'alors préposées au bien-être familial sont très nettement défavorisées. En 2014, nous étions tous les 4 en train de dîner. Vassia, Nastia, notre fille aînée, Vladimir et moi. Nous étions en train de manger. On discutait de choses et d'autres. Tout était comme d'habitude. Tout à coup, mon mari s'est levé. Il est sorti et il est revenu avec des papiers. Là, il a dit « C'est fini, je ne peux plus vivre comme ça, je demande le divorce ». Il était allé chercher sa sacoche avec des documents à signer. Je me souviens qu'il y était stipulé que je devais déléguer tout pouvoir à mon avocat, lequel représenterait mes intérêts au tribunal. Il y était stipulé aussi que depuis 2007, nous n'entretenions plus de relations maritales. Je me rappelle que je devais signer un document précisant que je n'exigerais aucune prestation compensatoire et que je ne réclamerais rien concernant l'argent que Vladimir avait investi dans sa holding. Et voilà. Tout cela m'a été annoncé de manière assez brutale. Je dirais même agressive et cruelle. Officiellement, nous sommes en procédure de divorce depuis le 25 mai 2014. Cependant, il était écrit dans les papiers exhibés par Vladimir ce fameux soir que nous étions séparés depuis 2007, que nous ne vivions plus ensemble et que nous n'avions plus de biens en commun depuis cette date. Séparés? Comment ça? Nous voyagions ensemble. Nous passions nos vacances ensemble à la campagne. Bien sûr, c'est dur. C'est difficile et ça fait peur. C'est douloureux, tout simplement. Maintenant, j'arrive à me battre. Mais à l'époque, ça a été un vrai traumatisme. Une blessure au cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'y étais pas préparée. Dès l'instant où Vladimir m'a apporté ses papiers, ma vie s'est effondrée. Non, pas ma vie, mais le monde s'est écroulé autour de moi. On peut en rassembler les morceaux par la suite, et j'y parviendrai, c'est sûr. Peut-être même le monde sera-t-il meilleur qu'avant,
ou plus honnête. Mais à ce moment-là, tout a été fini pour moi. Je n'ai absolument rien vu venir. Il s'est avéré qu'il avait non seulement une autre femme, mais qu'il avait une autre famille. Que puis-je dire? Il a bien caché son jeu. Ou alors je suis une très mauvaise épouse. Ivan est marié et père de famille. Mais il ne peut plus compter sur son père. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a agi de la sorte, pourquoi il a fallu humilier toute la famille et entacher toute notre histoire. Il n'a demandé conseil à personne et n'a prévenu personne. Il a mis ma mère devant le fait accompli. Jusqu'à aujourd'hui, il lui a rien expliqué, pas plus qu'à moi. D'ailleurs, il ne veut plus s'entretenir avec maman, ni avec moi, ni avec Vassia, ni avec qui que ce soit. Il a fermé la porte. Il utilise les gens comme des armes de guerre. Дорос до уровня своей старшей сестры и отмечаешь теперь уже не с родителями день рождения, а в кругу друзей. Ну, так что расти большой, будь здоров. Давай с тобой чокнемся. Будешь чокаться со мной? Давай. Все, будь здоров, расти большой. Давай. Дети, все выпили за Ивана? Да. Я наблюдаю. Moscou ne dort jamais, et les nuits sont particulièrement animées. Les soirées, la fête et les plaisirs sont l'élixir de vie des moscovites. Il y a ici plus de boîtes de nuit que dans n'importe quelle autre capitale du monde, et elles ne désemplissent pas. Ce club huppé n'est pas accessible aux tout-venants. Pour les jeunes filles, l'entrée est libre, à condition d'être jolies et de passer le contrôle à la porte. Et une fois à l'intérieur, plus rien n'est gratuit. Masha a payé son cocktail 10 €. Chanter une chanson au karaoké coûte la somme exorbitante de 100 €. Mais elle trouvera peut-être une bonne âme pour lui payer un tour de chant. Pratiquement toutes les jeunes femmes présentes ici sont en quête d'un homme riche. C'est pour cela qu'elles se sont apprêtées. C'est pour cela qu'elles dansent et qu'elles sourient. Le flirt durera peut-être une nuit, ou qui sait, toute la vie. Alena Nova dirige le Red Stars Club, une discothèque très prisée de Moscou. L'établissement lui rapporte beaucoup, mais Alena a connu des jours meilleurs. J'ai été mariée. La famille appartenait aux plus hauts échelons du pouvoir. Mon ex-mari travaille au FSB. Nous avions tout, la richesse, les cadeaux, des appartements spacieux au centre de Moscou, une maison en dehors de la ville. Avec mon premier mari, j'ai mené une vie de luxe. C'était sans doute tout ce à quoi des jeunes filles peuvent rêver, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu as des parfums haut de gamme, tu peux en mettre un différent chaque matin. Tu ouvres des armoires qui regorgent d'habits, de chaussures, tu disposes d'un dressing. Le luxe le plus total.
Il fallait toujours des logos partout, qu'on voit bien que tel sac à main c'est du Prada. Pareil pour les chaussures ou le manteau, etc. Bref, c'était comme il se doit pour ce genre de famille. Notre couple était connu à Moscou. Malgré la fortune de son mari, Alena a de l'orgueil et compte bien, elle aussi, gagner de l'argent. Elle ouvre un salon de beauté au centre de Moscou. Son mari, officier de haut rang des services secrets intérieurs, l'aide à louer un local dans un bâtiment du ministère de la Défense. Il met également en place un service de sécurité, ce qui n'évitera pas à Alena d'être confrontée à une tentative d'expropriation de son salon. On m'a téléphoné à 5 heures du matin. Un de nos agents de sécurité nous a informé que le salon était complètement dévasté. L'immeuble est la première maison de la rue et nous avons une vue panoramique par la baie vitrée. Le salon était occupé par les membres d'un service de sécurité que nous ne connaissions pas. Une vingtaine de personnes, toutes masquées et armées. Ces gens avaient expulsé nos hommes et s'étaient appropriés tous les documents relatifs au salon. La nuit où ce raid s'est produit, mon mari dormait chez ses parents. J'étais paniquée et la première chose que j'ai faite, c'est de l'appeler. Je lui ai dit, il y avait tes agents de sécurité sur place. Tu comptais dessus. Comment tes hommes ont-ils pu laisser une chose pareille se produire? Viens vite. Nous nous sommes retrouvés près du salon. Je me souviens que j'étais à bout de nerfs. Je suis montée dans la voiture, je trépignais, je pleurais. Et j'ai dit, comment est-ce possible? Tu es haut fonctionnaire, tu as organisé mon service de sécurité. Tu dois découvrir qui a pu expulser tes hommes et faire main basse sur les documents. Bref, je posais des tas de questions concrètes. Naturellement, il n'a rien pu m'expliquer. Il m'a pris de haut. Dis tout de suite que je suis un mauvais homme, que c'est de ma faute s'il y a eu ce raid. Bref, nous nous sommes disputés. Je suis sortie de la voiture dans une sorte de brouillard. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus jamais vus. Tous nos contacts ultérieurs se sont faits par téléphone. Il s'est comporté très rudement avec moi. Il m'a littéralement mise à la porte. Alena refuse de saisir le tribunal pour obtenir une répartition équitable des biens du couple. Selon les règles non écrites de la Nouvelle-Russie, une femme avisée a tout intérêt de ne pas assigner un mari puissant en justice. Je déclare formellement qu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Je suis tombée amoureuse d'une belle image. Une cour pressante, les circonstances. Bref, je m'y voyais déjà. Néanmoins, durant tout le temps que j'ai vécu avec lui, je lui ai été fidèle. Fidèle et dévouée. Et lui ? Excusez-moi. L'histoire d'Alena se termine bien. Elle s'est remise à travailler et a rencontré Roman. Plusieurs années se sont écoulées et maintenant que je suis avec Roman, je comprends que le bonheur pour une femme, du moins en ce qui me concerne, n'est pas dans l'argent, mais dans l'amour. Le niveau de vie de Roman se situe juste un peu au-dessus de la moyenne. Pour moi, c'est donc une vie de misère comparée aux conditions de vie que j'avais avant. Je le dis donc sans hésiter. Oui, le bonheur sans tout ce luxe est possible. Parce que tout dépend de l'homme avec qui on vit et non des conditions matérielles. Ром, скажи, пожалуйста, ты где? Я потеряла тебя.
Ça doit venir de mon enfance, je pense. Je n'ai jamais eu la folie des grandeurs, du style « je veux une grande maison » et ainsi de suite. Les biens matériels ne m'ont jamais attiré. Roman est producteur de musique. Il possède plusieurs studios d'enregistrement. Les deux époux sont propriétaires à part égale du Red Stars Club. Nous sommes les fondateurs de ce club au centre de Moscou. C'est un grand club avec une scène, un café, un restaurant, un bar. Nous menons notre barque depuis 1 an et avec succès. Nous faisons partie des 5 meilleurs clubs de Moscou. Que tu es sérieux? C'est assez difficile de dire qui tient les rênes exactement. Parfois l'un tient le volant, parfois c'est l'autre. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un centre névralgique. Et je suis sans doute l'initiateur et le réalisateur de certaines choses. Mais sans le moteur qu'est Alena, rien ne marcherait. Je rends grâce à Dieu de m'avoir envoyé Alena. C'est non seulement une personne qui m'est très chère, mais aussi une partenaire de travail. Arrête, t'exagères. Moscou fait la fête, sans retenue et sans limite. Les moscovites donnent l'impression de ne pas travailler pour vivre, mais pour faire la fête. Pour beaucoup, ces soirées débridées sont une raison de vivre. Et leur notoriété est proportionnelle aux sommes d'argent qu'ils dépensent. Pour les autres, aux moyens financiers plus modestes, c'est un univers difficile d'accès. Je ne fréquente pas beaucoup ces endroits, mais j'ai réussi à me retrouver en certains lieux, à des soirées. J'ai grandi dans un village. De ma fenêtre, je voyais la forêt. La nuit, il faisait très noir. J'avais parfois envie d'entendre du bruit. J'avais envie de courir je ne sais où, de faire je ne sais quoi. Ici, tout le monde travaille, tout le monde est occupé. Je suis ravie d'être à Moscou parce que c'est la ville de mes rêves. Depuis que je suis petite, j'ai envie de vivre ici. Mais la vie dans cette ville est tout sauf simple. Très compliquée même. Rien n'est comme il y paraît quand on vit dans une autre ville. En dehors des super riches, le reste de la société russe vit dans un état de précarité quasi permanent. Cela peut expliquer en partie l'obsession du luxe des filles de province. Depuis l'arrivée de Poutine, les conditions de vie se sont certes stabilisées, mais les mécanismes de consolidation sociale sont peu efficaces. En Russie, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Les crises, la maladie, la criminalité, les accidents de la vie, à tout moment, les efforts de toute une vie peuvent être réduits à néant. Le mythe de l'homme fort n'en est que plus sécurisant. Je ne dirais pas que Moscou est une ville violente, mais tout le monde n'y survit pas. Les uns s'adaptent, les autres se brisent et s'en vont. Il faut s'activer, s'affairer. J'ai travaillé au restaurant Beverly Hills. J'étais à la réception. J'accueillais les gens, je les conduisais à leur place. Mais à cause de la crise, on ne nous versait pas de salaire en temps voulu. Alors je suis partie. C'est très pénible, surtout parce que je suis seule ici.
Il arrive qu'on commence une relation avec quelqu'un et tout paraît normal, n'est-ce pas? On parle à cœur ouvert, on emploie certains mots, mais on ne peut pas s'exprimer à la place de l'autre. Peut-être parce que l'autre tire un avantage de la situation. J'ai connu ça. Un homme me disait de belles choses, et puis tout a pris fin. Nous nous sommes séparés. Il m'a joliment fait la cour. Il était attentionné. Des fleurs, des cadeaux, des coups de fil, des SMS. On avait des plans d'avenir. Supposons que quelqu'un gagne 1 million. Il se dit, je vais dépenser mon argent comme ceci et comme cela. Et soudain, il perd tout. Ça aussi, c'est pénible. Il avait la fortune entre ses mains et elle lui échappe d'un coup. C'est dur quand la désillusion arrive. Actuellement, je suis dans une période transitoire, entre deux vies. Si je parle de la vie d'avant, j'avoue avoir rencontré des gens très bien, très gentils. Peut-être les voyais ainsi. En tout cas, personne ne m'avait jamais causé du tort. Il ne m'était jamais rien arrivé. Mais c'était ailleurs, avec d'autres personnes. Pour l'instant, je ne peux encore rien dire pour l'avenir. Je me trouve dans une sorte d'état transitoire. Mon souhait, c'est de trouver un travail ordinaire et de savoir que j'ai un toit sur la tête, que je peux payer le loyer, que j'ai de l'argent et que je peux acheter ce dont j'ai besoin. Pour moi, le plus important, c'est de trouver un point d'ancrage dans la capitale. Malgré sa déception, Masha s'en sort relativement bien. Elle sait qu'elle peut compter sur sa famille. Un soutien précieux, même s'il ne se trouve pas dans les dorures de Moscou, mais dans les brumes de Briansk. Du temps de l'Union soviétique, la famille et les amis jouaient déjà un rôle important. Le changement de régime a renforcé le poids des liens personnels. Ils sont gages d'une relative sécurité. Ceux qui en sont dépourvus finissent rapidement dans la misère. Nous sommes à Novosibirsk, au cœur de la Sibérie, à 5 heures de vol de Moscou. Ici, les mœurs sont aussi rudes que le climat. Nikolai Panfierov est le neveu de Natalia Potanina. Il la représente auprès d'une fondation pour mères célibataires en détresse. Natalia est membre donatrice, mais elle préfère garder l'anonymat. L'objectif de la fondation est de venir en aide à quelques-unes des nombreuses femmes confrontées aux aspects négatifs de la Nouvelle-Russie. Parallèlement à l'émergence des super riches, la Russie assiste à une explosion du nombre de pauvres. Pour eux, la protection sociale est rudimentaire et les bienfaiteurs fortunés sont rares. En mars 2014, Natalia Potanina a rejoint notre fondation en qualité de mécène. Nous avons d'abord déterminé la direction à prendre pour nos programmes de bienfaisance. Nous avons échangé du courrier. En mai 2014, nous nous sommes rencontrés à Moscou et notre projet a démarré. Nikolai fait du shopping pour les petits protégés de sa tante. Il achète des jouets qu'une mère célibataire issue de classe modeste ne pourrait jamais s'offrir. J'ai une petite fondation de bienfaisance. J'essaie de venir en aide aux jeunes filles, aux enfants, aux familles. On ne peut pas aider tout le monde, évidemment. Mais je veux au moins que la vie de ceux que je soutiens prenne une tournure plus positive. Ces enfants héritent de la condition précaire de leur jeune maman. Beaucoup ont grandi sans parents dans un foyer. Grâce à la fondation, ils disposent au moins d'un toit. Девочки, а у нас гость сегодня.
Пришел к нам, смотрите, с какими подарками. Проходите, пожалуйста. Его зовут Николай. Ой, держите. Вот эту еще машину. Тут поставлю. Это он ему на вырост. Держи. Toute la famille passe la plupart du temps à la cuisine. Cela date de l'époque du socialisme, quand on vivait dans de petits logements sans pouvoir se réunir ailleurs. Tous les débats, toutes les discussions se déroulaient à la cuisine. Ici, la cuisine ne fait pas exception. Nous sommes allés à la fondation d'Anastasia pour faire le point. Ça t'a plu? Oui, ils se défoncent vraiment pour le moindre copec. Ils travaillent dur. Il y a beaucoup de bénévoles. On m'a demandé qui nous avait aidés. Tu es resté discret. Je ne leur ai rien dit, sauf que je transmettrai les remerciements. D'un côté, je m'attendais à pire. D'un autre côté, c'est très pénible à observer. Oui, c'est très douloureux. L'engagement de Natalia Potanina pour les œuvres de bienfaisance date d'avant son divorce. Dans l'oligarchie russe, c'est plutôt rare. Ce qui est moins rare, c'est que son ex-mari ne lui a pas proposé une répartition équitable de la fortune amassée pendant le mariage. Natalia réclame aujourd'hui à son mari des indemnités plus équitables. Elle a saisi les tribunaux russes, pourtant notoirement corrompus. Une démarche courageuse qui est sans doute aussi pour elle une façon de reconquérir son estime de soi. En général, les femmes veulent passer leur vie entière avec le même homme. Celui avec qui elles ont grandi, fait des enfants, avec qui elles les ont élevés, avec qui elles sont parties en voyage, avec qui elles ont passé leurs vacances, etc. Mais pour une raison ou une autre, les priorités des hommes riches évoluent avec le temps. Ils estiment qu'ils peuvent vivre autant de vies qu'ils en ont envie. À chaque fois, c'est comme s'ils s'achetaient une nouvelle existence. Et ils veulent la commencer à partir du niveau qu'ils ont déjà atteint. Je me trouve dans une position humiliante, car tout le monde sait que Vladimir est très riche. Il n'a jamais caché qu'il l'était. Il en faisait état ostensiblement. Il invitait des artistes, voyageait en avion privé, faisait venir des tas de gens sur ses yachts. Il n'avait pas peur de montrer qu'il était riche. Et aujourd'hui, il ose déclarer face au gouvernement, face à la loi, qu'il ne possède rien. L'empire financier de Vladimir Potanin n'est pas facile à cerner dans sa globalité. Mais certaines de ces sociétés sont très connues et difficiles à escamoter. L'entreprise Norilsk Nickel est le plus grand producteur mondial de nickel et de platine. Le groupe Profestate est la plus importante entreprise de construction de Russie. La société Rosa Khutor gère une station de ski près de Sotchi. Profmedia possède des cinémas et détient des parts des plus grands journaux et plateformes Internet du pays. Potanin possède aussi plusieurs banques et sociétés de financement, ainsi que des parts dans de nombreuses entreprises russes et plusieurs milliards investis à l'étranger. Nous avons quelques affaires à régler prochainement. Le plus grave, c'est que nos adversaires s'organisent. Ils ont soulevé la question concernant l'année 2007 et ont fait appel à des témoins. Ceux-ci se présentent comme des amis, mais à mon avis, ce sont plutôt des collaborateurs. Il y a un témoin clé, et nous devons débattre ensemble des questions que nous aurons à lui poser. Philippe Ryabchenko est un avocat connu en Russie. Il est spécialisé dans les grands procès en divorce. Le divorce du couple Potanin n'est pas sa première affaire où l'enjeu est de plusieurs milliards de dollars. La position de Vladimir, dont font état ses avocats au cours du procès,
est la suivante. À partir de 2007, les époux auraient vécu séparés. Il n'y aurait plus eu de relation maritale entre eux. Nous sommes en désaccord total là-dessus. Par ailleurs, selon les informations de la revue Forbes, en 2007, les avoirs de Vladimir Potanin s'élevaient à 15 milliards de dollars. En lançant la procédure de divorce, Vladimir Potanin n'a rien proposé à Natalia en échange, hormis de conserver le service de sécurité et les soins médicaux. Par contre, Vladimir Potanin a insisté pour que Natalia signe des papiers stipulant qu'elle renonce à toute réclamation le concernant, lui et les actifs de la famille. Quiconque connaît le nom de Potanin l'associe sans doute à une grande fortune, y compris aux mines de nickel de Norilsk. L'entreprise Norilsk Nickel, à elle seule, est estimée à environ 32 milliards de dollars. À Norilsk, Vladimir Potanin n'est pas le propriétaire direct des actions. Ces actions appartiennent à une société offshore, laquelle appartient à une autre société offshore, qui à son tour est détenue par une troisième société. Il peut donc affirmer que ce n'est pas lui qui possède tout cela, mais ces fameuses sociétés. Un mari comprend que si le désir lui vient de redevenir libre et de lancer une procédure de divorce, sa femme devient de facto un prédateur pour lui. Ne réclamera-t-elle pas la moitié de ses biens? Comment lutter contre une attaque de prédateurs? Il faut recourir à la tricherie, à la fraude, à la dissimulation, transférer tous ses biens dans des paradis fiscaux, etc. Quand survient le divorce, il dit qu'il n'a rien, à part son salaire. Il travaille à Interos et occupe le poste de directeur à Norilsk Nickel. Il a toujours travaillé à Interos et son salaire était, pour autant que je me souvienne, de 40 000 roubles. La première pension mensuelle qu'il m'a versée était de 8 000 roubles. Nous devons absolument démontrer que les biens qui se trouvent à l'étranger sont votre propriété commune et sont soumis au partage. C'est très compliqué parce que notre législation a beau se développer et s'améliorer, ce n'est pas suffisant pour aligner les notions de bénéficiaire et de propriétaire réel. Dans les juridictions européennes, mentir ou fournir de fausses informations est sévèrement sanctionné. Là-bas, il reconnaît que tout lui appartient, que tous les actifs mentionnés dans Forbes sont les siens. Mais là-bas, il attend en fait autre chose. Il en appelle à un jugement préalable en Russie. Nous estimons que le traitement de notre affaire n'est ni correct ni juste. Le procès s'est déroulé très rapidement, très bizarrement. Et on a vraiment eu l'impression que des pressions ont été exercées sur le tribunal. Personne n'a jamais évalué la somme d'efforts nécessaires à une femme pour s'assurer une bonne existence, une maison, une famille, un travail et tout le reste. De nombreux instituts demandent à combien se monte l'apport de la femme. Aussi, en cas de divorce, la loi prévoit-elle de tout partager équitablement, ce qui revient à dire 50-50, deux parts égales. Mais les hommes ne prennent jamais en compte la part du business qui appartient à leur épouse. Le business, c'est leur jouet. J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Nous sommes partis de zéro. Nous étions étudiants. Que pouvions-nous avoir? Nous n'avions rien. En 30 ans, nous avons bâti un empire. Sans nul doute, c'est Vladimir qui l'a créé. C'est lui l'homme, le chef de famille. C'est son mérite. C'est un homme intelligent et talentueux. Mais c'était notre famille. Et selon les lois de tous les pays, l'épouse a droit à une part conséquente de tous les avoirs. En outre, Vladimir représente l'élite de la société russe. C'est un homme public. Ses avis sont écoutés. Et lui, sans gêne aucune, prétend au tribunal qu'il ne possède rien, mis à part un appartement, une maison à la campagne et une petite chapelle.
Je trouve qu'il devrait avoir honte. Dans ses revendications de propriété, Vladimir mentionne une datcha à Odintsovo. Ce sont mes parents qui l'ont construite. C'est ce que Vladimir me propose en partage. La datcha a été construite de leurs mains par les parents de Natalia au début des années 1960. C'est une maison sans chauffage et sans eau chaude. Encore aujourd'hui, quand il fait froid ou humide, j'ai des douleurs articulaires. Parce que quand Nastia était petite, nous avons vécu assez longtemps dans cette datcha. Il fallait chauffer l'eau sur le poêle ou grâce à un système électrique. On mettait la spirale dans le seau et on chauffait l'eau comme ça. Sous l'Union soviétique, posséder une datcha non loin de Moscou était signe d'aisance financière. Aujourd'hui, la maison est à l'abandon et sa valeur ne dépasse pas les 20 000 $. Et pourtant, l'ex-couple se la dispute âprement. Je n'ai jamais envié le sort des gens qu'il a combattu. Personne n'en est sorti indemne. La guerre, c'est mauvais pour tout le monde. On y perd tous quelque chose. J'aurais aimé qu'on trouve un accord avant d'en arriver là. Ça aurait été juste, positif et sensé. Pour nous, en tant que famille, même si c'est son ex-famille, et pour lui en tant que businessman et responsable politique connu dans le monde entier. Le plus intelligent aurait été de s'entendre. Mais il a emprunté le sentier de la guerre. Et moi, je n'ai plus le choix. Que devrais-je faire? J'ignore ce qu'il adviendra de la maison. Dans le système tel que le conçoit Vladimir, la maison appartient à l'entreprise. On a déjà essayé de nous expulser. On nous a proposé de partir. L'affaire de la maison est en jugement. Vladimir déclare qu'il a vendu cette maison à un de ses camarades. Or, nous y sommes en permanence. Personne n'est venu la visiter, personne n'en a fait une estimation pour voir ce qu'elle vaut. Acheter une maison qui vaut des millions sans même l'avoir vue, c'est insensé. Vladimir est dur en affaires. Il a pour habitude de mener à leur terme chaque idée, chaque entreprise, chaque projet. Dans le business, il est sans pitié. Et il a toujours obtenu ce qu'il voulait. On peut dire de lui que c'est un homme obstiné. Quand il se fixe un but, il fonce droit dessus et arrive toujours à ses fins. C'est pourquoi, dans l'affaire de notre divorce, je suis devenue un adversaire, peut-être même une ennemie. Pour lui, ce divorce, c'est du business. D'où cette relation avec moi, d'où cette cruauté envers toute notre famille. Nous n'avons pu discuter depuis ce fameux soir, au dîner. Il refuse tout contact. Il adresse des lettres au tribunal, où il parle de notre fils, Vassili. Il affirme qu'il a besoin de le voir, mais il ne lui a plus adressé la parole depuis novembre. Cela fait plus d'1 an. Il n'est même pas venu le jour de son anniversaire. Il ne lui a pas offert de cadeau. Mais l'important n'est pas là. Vassili l'a attendu toute la journée. Son père ne lui a même pas envoyé un SMS. Son fils a pourtant eu 16 ans. Et c'est un âge difficile. Je croyais que la famille comptait pour lui, qu'elle lui était plus chère que tout, qu'elle était sa raison de vivre, qu'il bâtissait son empire pour elle. Cela justifiait peut-être sa dureté envers la concurrence, si c'était pour protéger les siens.
Quand il a inauguré sa nouvelle structure en Amérique, il voulait que son fils aîné s'occupe de cette affaire plus tard et la dirige. En tout cas, c'est ce que je croyais. Mais il en a purement et simplement évincé son fils Ivan. Et maintenant, cette entreprise n'a plus aucun rapport ni avec Ivan, ni avec notre famille. J'ai reçu par la poste une lettre m'avisant que je ne devais plus me rendre à mon travail et qu'à dater de ce jour, j'étais licencié. Aucun motif n'était invoqué. On précisait seulement que tous les termes de mon contrat étaient nuls et non avenus, et que par conséquent, pour éviter tout malentendu, je ne faisais plus partie des effectifs. Je n'ai pas de haine envers cet homme. Mais celui avec qui je suis en démêlé au tribunal, c'est un tout autre individu. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas le père de mes enfants, ce n'est ni un ami, ni un camarade, et ce n'est pas du tout un protecteur. C'est un destructeur. J'ai vraiment peur. C'est pour cela qu'il y a des gardes. C'est pour cela que mon garçon circule avec des gardes. C'est pour cela que nous vérifions l'air à l'intérieur de la maison. Et c'est pour cela que je ne prends plus le volant. Les craintes de Natalia Potanina se fondent sur les récits de plusieurs divorces d'oligarques. Certains ex-maris n'hésitent pas à faire enlever leurs propres enfants ou à faire interner leur ex-femme sur la base de fausses expertises psychiatriques. Dès lors que des milliards sont en jeu, le divorce devient une guerre asymétrique. Moscou ne se laisse pas conquérir facilement. Certes, Masha Sobol s'est fait quelques amis venus comme elle de province et qui ont réussi à prendre pied dans la capitale russe, mais leur point de vue sur la vie moscovite reflète leur désenchantement. Je crois que la fin justifie les moyens. Beaucoup de gens viennent à Moscou dans cet état d'esprit. Ils dorment 4 heures par nuit, travaillent sans discontinuer du matin au soir, ne rentrent à la maison que pour se laver, manger un morceau et dormir un peu. Et le lendemain, ça recommence. Tous les jours, c'est la même chose. Et ce, uniquement dans le but de se fixer à Moscou. Rester ici et vivre dans cette ville. Mes plans pour l'avenir sont simples. Je rentre à la maison. Je fais une pause dans ma vie avant de tout recommencer à zéro. Je cohabitais avec une copine, mais elle est partie. J'ai eu des difficultés dans mon travail et je me suis séparée de mon petit ami. Je voudrais donc mettre un point final à cette étape de ma vie avant de retourner dans la capitale avec les idées claires. Pendant un an, Masha a tenté de trouver le bonheur. Pour l'heure, elle retourne dans sa famille, sans l'homme de ses rêves, mais la tête haute. Cela ressemble peut-être à une fuite, mais à mes yeux, ça n'a rien d'une fuite. Faire ses propres choix, malgré les échecs. Cette prise de conscience, Masha la partage avec les autres femmes de ce film. « Marie-toi bien », leur a-t-on dit tantôt en guise de souhait, tantôt comme une injonction. En quittant Moscou, Masha retourne vers le passé. Un passé qui pèse toujours lourdement sur la vie des femmes russes d'aujourd'hui. L'émancipation par décret de la femme soviétique a abouti à une situation dans laquelle les femmes portaient un double fardeau, ce qui a alimenté leur rêve d'une vie plus facile. Mais ce rêve est un piège, commode pour les hommes, dangereux pour les femmes. Tatiana Ogorodnikova le répète inlassablement. La propriétaire de discothèque Alena Nova en a fait l'expérience. Natalia Potanina, après s'être longtemps conformée à son rôle d'épouse modèle, s'en démarque aujourd'hui avec détermination. Son divorce est d'ores et déjà une affaire politique. Un jour, les femmes de ce film ne diront peut-être pas à leur petite fille « Marie-toi bien », mais « Quelle que soit la vie que tu choisis, vis-la bien ».